Donc ça va, t'as pas trop d'appréhension? Non, ça va, c'est bien. C'est bien, on est... Je suis toujours aussi cool. Donc on verra. On verra après. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais aujourd'hui, après 35 ans de mariage, Alain et Chantal vont divorcer. Comme un couple marié sur 3 en France. Bonjour mesdames. Donc la convocation... Et vous attendez à gauche derrière les ascenseurs. D'accord. Il y a déjà du monde, on s'assied, on vous appelle. D'accord, ok. Passez à gauche au portier. D'accord, ok. Merci. C'est Chantal qui a voulu ce divorce car elle a rencontré un autre homme. Alain a fini par accepter, mais c'est malgré tout une épreuve pour ce couple d'employés. C'est moi qui ai voulu la séparation, donc, mais je pense qu'elle a compris que... C'était comme ça. Ça va aller, hein, dis. D'accord. Alain et Chantal ont opté pour une nouvelle procédure lancée en 2005, le divorce par consentement mutuel. Bonjour maître. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Tout s'est bien passé? Oui. Pour régler leur divorce, ils ont choisi la même avocate. Bon, vous êtes prêts? Prêt, on est prêt. On n'a aucune modification à prévoir? Non, non. Bon, Non. on va essayer de passer rapidement, d'accord? Le magistrat est prêt, nous allons y aller. D'accord, ok, merci. Le couple a déjà signé une convention qui règle toutes les conséquences financières et matérielles de leur divorce. Bonjour madame, le dossier, voilà. Madame, allez-y. Voilà. La juge doit simplement vérifier si les époux sont toujours d'accord. Pardon. Alors, vous êtes Madame Chantal Odette Ginette Van Lack, mariée le 17 janvier 75 à Marc-en-Barœul. Oui, Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour divorcer? tout à fait. Vous avez signé une convention qui organise les conséquences de votre divorce. Est-ce que vous avez eu le temps de lire cette convention avant de la signer? Ah oui, tout à fait. Oui. Vous avez 4 enfants, mais qui sont majeurs, donc il n'y a plus aucune disposition à prendre pour eux. Il y avait un domicile conjugal, mais vous l'avez vendu il y a déjà plusieurs mois, donc aujourd'hui, cette question-là n'est plus à régler. Asseyez-vous. C'est au tour de son mari de passer seul devant le juge. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour divorcer? Vous avez lu la convention qui organise les conséquences du divorce? Madame va reprendre l'usage de son nom de jeune fille comme de droit et les frais sont partagés par moitié. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je vais vous demander d'aller chercher, s'il vous plaît, madame et votre avocat. Est-ce que vous avez des observations à me formuler? Non. Je prononce le divorce, j'homologue la convention, vous recevrez le tout par le biais de votre avocat qui fera la transcription sur les actes d'état civil. Voilà. Ok, oui. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Bien. Vous pouvez y aller. Merci. En 10 minutes seulement, le divorce est prononcé. C'est ça l'idée du consentement mutuel, c'est que les époux doivent s'être mis d'accord sur l'ensemble des dispositions du divorce, sur le principe même évidemment, mais aussi sur les conséquences. Je vous remercie. Bien, bah, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour l'avenir. Un nouveau départ. Oui. Qui s'inscrit maintenant. Allez, Merci au beaucoup. revoir. Au revoir, maître. Alors ça y est, bah, on est divorcés. Ça y est, ça a été très vite, hein. Je pensais que c'était beaucoup plus long que ça, quoi. Chaque année en France, 130 000 couples divorcent. Un peu plus d'un sur deux choisit la procédure d'Alain et Chantal, à l'amiable. Mais dans 45% des cas, c'est beaucoup plus conflictuel. Pendant des mois, voire des années, mari et femme s'affrontent devant les tribunaux. Principaux enjeux, l'argent, mais aussi la garde des enfants. Enquête sur le divorce, parfois vécu comme une guerre où tous les coups sont permis. Paris, 8h du matin. Un café chic du quartier latin. Oui, Marie-Hélène, ça va? Comme tous les matins, maître Jérôme Boursicant boit un chocolat au lait et traite les affaires en cours. Avocat spécialisé en droit de la famille, il gère 150 divorces par an. Et parfois, les enjeux financiers sont très importants. Si on parle de cash, si vous voulez, en cash, moi je suis, oublions le parking et la voiture qui est à part, je suis à 350 plus 200 000
puisqu'il y a 200 000 d'assurance vie, ça fait 550 000. Très réputé, Maître Boursicant s'est occupé des divorces de nombreuses célébrités et de milliardaires. Ouais, pour avoir une surface financière plus importante, c'est ça? Ok. À son palmarès, il a défendu Nati, l'ex-femme de Jean-Paul Belmondo, qui souhaitait limiter le droit de visite de l'acteur à sa fille. Comme tous les avocats, les honoraires de Maître Boursicant sont libres. Son tarif, jusqu'à 600 € de l'heure. Avec lui, tout appel téléphonique est facturé. Allô? Oui, Maître Boursicant. Ouais, bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez-moi de vous déranger. Non, mais je vous en prie, attendez, c'est important. Au téléphone, une cliente en instance de divorce, elle accuse son mari de harcèlement. À quelques millimètres de mon visage, et il me fixe-moi. En fait, moi, je ne peux pas lui parler. Il essaye de me harceler pour que je sorte de mon mutisme. Il essaye de faire tout sur de mes gonds. Ouais. Il urine devant moi sans fermer la porte. Il urine devant vous? Là, il ne ferme pas la porte, il le fait exprès. D'accord. Alors, attendez, oui, une seconde. Oui. Allô, oui? En double appel, une autre cliente, elle, vient d'être giflée par son mari. Bah, ouais. J'ai fait la gendarmerie. Il y a des traces ou pas? Non, il m'a tapé, il m'a donné plein de gifs sur la joue, mais pas à point de faire des traces. Vous allez au service de police, vous portez plainte. Maître Boursicant incite sa cliente à porter plainte pour violence. Il sait que cela peut accélérer la procédure de divorce. Il y a un mélange à la fois d'écoute des gens et de stratégie. Et derrière tout ça, il y a en réalité un troisième niveau qui est que moi je gère le dossier comme je le souhaite, même si les clients ne le savent pas, parce qu'au bout du compte, ce que je veux, c'est les divorcer. Et donc, parfois, à la fin, je cherche à ce qu'ils soient contents. Et eux ne savent pas forcément les moyens par lesquels j'y arrive. Maître Boursicant est rémunéré en fonction du temps passé sur le dossier. Certains avocats négocient aussi un pourcentage sur les indemnités qu'ils obtiennent. Avec ses 9 collaboratrices, Maître Boursicant assure obtenir la pension alimentaire ou la garde des enfants réclamés par ses clients dans 80% des cas. En remerciement, il reçoit souvent des cadeaux, comme ce service de luxe. C'est Noël, hein. Merci pour tout, je l'ai divorcé il y a 2 jours. Donc on peut divorcer, être content. Ah, très beau, je vois ce service. Très, très beau. Très, très beau. C'est une allégorie de Chagall. C'est une cliente qui a réglé mes honoraires il y a quelques jours. Donc qui m'a déjà fait quelque chose qui est important pour elle. Combien? Des honoraires. Une fourchette? Non, pas de fourchette. Ou en tout cas une fourchette en argent. Alors, son plus gros dossier lui a rapporté 200 000 €. Aujourd'hui, se spécialiser dans le droit de la famille permet à certains avocats de faire fortune. À l'époque, c'était une sorte de métier du pauvre, je pense. Parce que c'était considéré comme quelque chose qui n'était pas prestigieux par rapport à des cabinets d'affaires, par exemple. Et c'est plus prestigieux de faire l'amiable ou être dans un conflit? Il n'est ni plus prestigieux de faire de l'amiable ou du conflit. Néanmoins, un cabinet prestigieux est un cabinet qui a à la fois de l'amiable et du conflictuel. Et en général, c'est plutôt un cabinet qui a du conflictuel parce on vient le chercher pour régler les difficultés. Dans quelques jours, Maître Boursicant va plaider devant le tribunal l'un des plus gros dossiers de son cabinet. Un couple d'Américains installés sur la Côte d'Azur qui se dispute un patrimoine de 25 millions d'euros. Aux États-Unis, en cas de divorce, il est fréquent que les tribunaux attribuent la moitié de la fortune du mari à l'épouse. En 2011, l'acteur Mel Gibson a été condamné à verser 425 millions de dollars à sa femme après 31 ans de mariage. En 2004, Harrison Ford a fait un chèque de 85 millions de dollars à sa compagne après 24 ans de vie commune. Pour le couple d'Américains résidant dans le sud de la France, Maître Boursicant est l'avocat de la femme, Sharon. Pour préparer l'audience, elle est venue avec son assistant et un petit cadeau. Un champagne très cher, du Dom Pérignon. Le mari de Sharon est homme d'affaires, elle est femme au foyer. En 2011, elle a déjà obtenu que son mari lui verse une pension alimentaire de 28 000 € par mois. Cette fois, elle se bat pour que son mari prenne en charge les frais de scolarité de leurs 4 enfants. You know, I don't like to lose, et je veux absolument que cette audience soit gagnée. Appelez-moi Jennifer, elle va nous faire ça tout de suite. Pour le moment, c'est Sharon qui règle l'école privée des enfants, mais elle estime qu'elle n'a pas les moyens de le faire.
Tenez, je vous montre rapidement. C'est moi qui paye l'école des enfants. C'est 42 000 $ par an. À la fin du mois, il ne me reste que 13 000 $. Ce n'est pas juste. Maître Boursicon détaille les dépenses de Sharon. D'accord, il y en a 5. Si je fais multiplier par 5, ça fait 85 000 € de vacances, divisé par 12 mois, ça fait à peu près 7 000 € par mois de vacances. Il veut plaider que son budget est trop serré pour régler les frais de scolarité. On peut dire que... L'avocat veut démontrer que le mari, en revanche, a les moyens de payer. Je sais même plus pourquoi. Pour le prouver, Sharon a fourni tous les relevés bancaires de son époux. Voilà, alors regardez. Je suis en face d'un homme qui nous dit « j'ai pas d'argent et on vit pauvrement ». Voilà. Dans les conclusions adverses, il y a marqué « ils ont une vieille voiture, ils vivent pauvrement et en réalité, ils n'ont jamais eu un train de vie important ». Bon. Moi, je dis en face, je pense que c'est pas tout à fait exact. Je prends les comptes et pendant 2 jours, une collaboratrice va se mettre sur les comptes et va prendre mois par mois combien il dépense par mois. Mai 2008, 60 000 €. Juin 2008, 64 000 €. Septembre 2008, 59 000 €, etc. J'ai produit par exemple, là, des photos en vacances sur des yachts somptueux. Pouvez-vous me dire comment vous avez financé ça? Comme tout ça est financé souvent par des comptes offshore, par des sociétés, il ne peut pas répondre. Donc je démontre qu'il y a par exemple des revenus occultes. Je montre un train de vie, par exemple. Et ça, c'est des photos qui ont été données par madame? Oui, bien sûr. Ça, c'est des photos Ritz. Voilà, j'ai pris une photo devant le Ritz. Elle avait cette photo devant le Ritz. Je rappelle au tribunal que monsieur qui propose peut-être 500 € de pension à ses enfants, le prix d'une nuit au Ritz, c'est entre 1 000 et 3 000 €. Tant qu'on n'obtient pas des pièces par fraude ou par violence, vous avez le droit de les produire devant le tribunal. Des attestations sur l'honneur peuvent aussi être produites devant un tribunal. Pour discréditer son mari, Sharon a même pensé au témoignage d'une ancienne maîtresse. Autre chose, sa maîtresse a accepté de me rédiger une attestation. Ça fait 3 pages. She's going to write that. Ils sont trop forts. Ils ont retrouvé l'ancienne maîtresse du mari et elle va faire une attestation pour nous. Il lui paye ses factures, il lui a acheté des vêtements. Là, c'est pas l'adultère qui vous intéresse. Non. C'est quoi, alors? C'est montrer qu'en réalité, alors qu'il dit qu'il n'arrive pas à payer les écoles, en réalité, par ailleurs, il dépense énormément et bien au-delà du prix des écoles. Bon. Il faut qu'elle fasse état de choses qu'elle a constatées lors de sa vie avec... et notamment le train de vie qui était leur et qui, je crois, avoisinait celui de Puff Daddy. Il veut que je dépense tout mon argent pour les enfants. Les écoles hors de prix, la maison. Aujourd'hui, c'est moi qui paie la maison et l'école pour ses enfants. Il est en train de bronzer sur une plage aux Seychelles avec une autre femme en ce moment même. Mais pourquoi il fait ça? Il est en colère parce que je lui ai demandé le divorce avant qu'il ne puisse cacher de l'argent. Moi, j'espère récupérer la moitié à peu près à minima de 25 millions d'euros. Moi, je veux tout. Je veux tout récupérer à cause de la torture qu'il me fait subir. Je suis d'accord. C'est lui qui mérite d'être à la rue, pas moi. J'ai bossé pendant 18 ans pour élever ses enfants. C'est à lui de payer l'addition. 3 jours plus tard, à Aix-en-Provence. Dans quelques minutes, l'audience concernant le paiement des frais de scolarité des enfants de Sharon va commencer. Allez, let's go. Maître Boursicon briefe sa cliente sur l'attitude à adopter devant le tribunal. You can show a little anger when you talk. You can. Okay. On va parler de justice, s'il vous plaît. Sharon sait que son mari va l'attaquer. Qu'est-ce qu'il va dire pendant le procès? Il va dire que je dépense énormément d'argent. Il va dire que j'en dépense pour un petit ami. Mais ce n'est que des mensonges. Il n'a aucune preuve. 20? Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'audience. Mais voici une reconstitution fidèle du dialogue entre les 2 avocats. Nous avons dans ce dossier de l'argent par wagon. Monsieur a vendu sa société en 2007 pour 30 millions de $. Cela veut dire qu'il a sur ses comptes 23 millions d'euros. Monsieur, en fraude des droits de la communauté, a ouvert un trust pour l'éducation des enfants. Ce trust, il y a 4 millions de $ dessus pour les études. Et le père, aujourd'hui, vient nous dire « Je ne veux pas payer les écoles des enfants parce que c'est trop cher pour moi ». Il ne donne aucune réponse sur cette histoire de trust.
Et nous sommes dans cette situation totalement absurde. De son côté, l'avocate du mari accuse Sharon de réclamer trop d'argent. Il faut arrêter de prendre monsieur pour une vache à lait ou pour un imbécile. L'ordonnance de non-conciliation a alloué à madame une pension annuelle de 336 000 € et elle n'a aucune charge. À la sortie de l'audience, Sharon est écœurée. Ça va? Ouais. I think it was very good. Yeah. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est un vrai monstre. I don't know what you understood what our pleadings? Nous tentons d'interroger le mari de Sharon. Pourquoi c'est la guerre entre vous? C'est ça le divorce. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les gens ne sont pas d'accord. Je le déteste. Il ne se soucie que de son argent. Il ne veut pas m'en laisser la moitié. Quand on se marie, on n'a rien, donc on est plein d'espoir et on veut tout partager. Mais quand on réfléchit pas, mais quand on divorce et qu'il faut partager, là les choses sont plus difficiles. Finalement, sans attendre le jugement, le mari de Sharon a fini par céder. Il a accepté de prendre en charge les frais de scolarité. Retour à Paris, dans le cabinet de Maître Boursicant. L'arme la plus redoutable dans un divorce, ce sont les nouvelles technologies. Devant les tribunaux, l'avocat n'hésite pas à produire des SMS compromettants pour la partie adverse. Des SMS récupérés par ses clients comme ils le peuvent. En général, ils font ce qu'on appelle une capture d'écran. Sur l'iPhone, vous pouvez copier l'écran et le transférer par SMS quelque part d'autre. Donc moi, j'ai en permanence, j'ai même des gens qui prennent une photocopieuse et qui photocopient le SMS. On voit le numéro d'où ça a été envoyé et le SMS. Je l'ai lu dans un dossier il n'y a pas longtemps. Ma chérie, je rêve de te rejoindre. Et on voit bien que ça vient du mari qui l'envoie à une personne qui n'est pas son épouse. Donc c'est manifestement quelqu'un qui a pris ses distances avec l'obligation de fidélité. L'adultère n'est plus un délit, mais en cas de divorce, il peut être considéré comme une faute. L'époux trompé peut demander le divorce au tort exclusif de son conjoint, et pour prouver l'infidélité, un simple relevé téléphonique peut suffire. Très souvent, on voit que monsieur nous dit qu'il est tout à fait fidèle, mais sur 3 pages, j'ai 227 textos, chaque fois de 30 secondes, entre 2h et 4h du matin. En réalité, dans la réalité, c'est le mari qui va dans la salle de bain, il écrit à sa maîtresse et pendant 2 heures, il est là, je t'aime, j'en peux plus, elle est à côté, elle ronfle, j'en peux plus de ce vieux tromblon, je rêve de te retrouver, et elle lui répond, et puis ça échange comme ça. Bon, et ben là, on me dit, vous n'avez pas la trace du SMS, je dis, pas de problème, peut-on m'expliquer quelle affaire urgente il a réglée entre 2h et 4h du matin pour envoyer 200 textos avec une personne qui est de sexe féminin? Les SMS sont reconnus comme preuve de l'adultère depuis 2009, suite à un arrêt de la Cour de cassation. Mais attention, ce type de preuve doit être obtenu sans fraude ni violence. Pourtant, certains époux n'hésitent pas à utiliser des moyens illégaux. Sur Internet, on peut trouver toutes sortes de matériel pour espionner son conjoint. Des caméras cachées, des traceurs GPS, ou encore des logiciels pour pirater une boîte mail ou un téléphone portable. Un business en plein boom. En Suisse, nous rencontrons un entrepreneur qui désire rester anonyme, car en France, son commerce est interdit. Il vend sur Internet un système pour pirater les téléphones portables. L'idée lui est venue un peu par hasard. À l'origine, il s'agissait de créer un logiciel qui protégeait l'utilisateur du vol de son mobile, qui protégeait les données et le mobile par sa géolocalisation. Entre-temps, une affaire personnelle a fait que ma vie a été chamboulée par un divorce. Et je suis arrivé à la conclusion que ça aurait été quelque chose de très utile que de pouvoir mieux comprendre les raisons qui motivaient mon ex-épouse. Son système permet de pirater n'importe quel téléphone dernière génération. Il suffit d'emprunter discrètement le mobile de son conjoint et d'y télécharger le logiciel. Si j'ai appuyé sur le logiciel et la première page sur laquelle se trouve l'endroit où vous rentrez le code pour activer le logiciel. Donc il me demande si je suis d'accord de confirmer. Je confirme et vous allez voir que l'icône va disparaître. Le logo du logiciel disparaît. Aucun moyen de savoir que le téléphone est sous surveillance. Pourtant, le système est en marche. Celui qui espionne va recevoir sur son propre téléphone tous les messages reçus par son conjoint.
les SMS, à quelle date, à quelle heure, le contenu du SMS forcément, les emails, donc on va retrouver l'adresse mail, le contenu des emails, on va retrouver la liste de tous les appels, donc la durée des appels, la date, l'heure, s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant. On en vend beaucoup. Souvent, c'est des gens qui ont des biens et qui rencontrent un problème de divorce. Il y a aussi des gens qui ont passé l'étape de la cinquantaine et qui vivent avec des dames ou des messieurs plus jeunes et qui s'aperçoivent qu'ils maîtrisent mal leur relation et qui ont envie de se rassurer. Coût du logiciel, 300 € pour une licence d'1 an. Il suffit d'aller sur Internet pour se le procurer. En France, son utilisation est interdite. Pourtant, les clients de cet entrepreneur se comptent par milliers. Nous en avons rencontré un dans le sud de la France. Il est artisan. Frédéric a 50 ans, il est en couple depuis 6 ans et songe à divorcer. Il y a un mois, il a remarqué que sa femme était plus distante avec lui et il a commencé à avoir des soupçons. Il y a doute, il y a suspicion de tromperie, on va dire. Donc il faut que je sache. Je suis en train d'essayer de mettre tous les moyens pour savoir où on en est, quoi. Voilà. Au début, Frédéric suivait sa femme en voiture, mais il a eu peur d'être repéré. Il a alors contacté l'entrepreneur suisse pour lui acheter son logiciel d'espionnage. Si elle reçoit un SMS, je reçois le double. Si elle envoie un SMS, je reçois le double. Si elle appelle, j'ai un bip me prévenant qu'elle appelle. Donc je fais son numéro et j'entends toute la discussion. L'inverse aussi, c'est-à-dire que si elle reçoit un coup de fil, je rentre dans la discussion et j'entends tout. Ses doutes se sont confirmés. En espionnant les communications de sa femme, il s'est rendu compte qu'elle avait une liaison. Elle envoyait régulièrement à son amant des SMS que Frédéric a interceptés. Ça fait 6 ans que je ne me suis pas senti aussi bien. C'est un choc, quoi. C'est un choc. Quand on s'y attend pas, c'est... Puis bon, voilà, quoi. C'est quand même explicite, quoi. Pendant le tournage, sa femme l'appelle. Frédéric va pouvoir nous montrer à quel point son système est efficace. Allô? Tu es en panne? Où? Oh putain! Bon, là, je peux pas venir, là. Frédéric fait croire à sa femme qu'il est occupé à son bureau. Il utilise alors son téléphone espion pour écouter tous les appels qui suivent. Tu mets l'essence dedans? Elle est en panne, donc tu mets le contact, hein? Oui, tu mets le contact. Et elle peut vous entendre? Non. T'attends 2 secondes, tu remets le contact. Et tu t'entends? Au bout du fil, sa femme téléphone à un de ses amis. Écoutez, peut-être, parce que là, je sais pas si elle rappelle quelqu'un, j'en sais rien, on va voir. Sa femme finit par raccrocher, mais vous allez voir que malgré cela, Frédéric va pouvoir continuer à l'espionner à distance grâce à une arme fatale qu'on appelle l'écoute environnementale. Son téléphone reste complètement éteint, il peut être posé n'importe où, et posé sur une table. Moi, j'appelle son téléphone reconnaît mon numéro, et il déclenche l'écoute. Donc, j'entends tout ce qui se passe autour. En fait, là, on entend trafiquer, là, et dans la voiture, elle trafique, quoi. Vas-y encore, tu vois. On met le contact. Je suis arrêté. Voilà, c'est bon. Visiblement, sa femme n'est pas seule. 2 hommes sont venus l'aider. Frédéric décide de nous montrer le parking où son épouse est garée. C'est à droite. On arrive à l'endroit où elle est en panne. Elle a désamorcé. On entend ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Attends, vas-y, mais il faut peut-être... Au loin, Frédéric aperçoit sa femme. Donc là, on entend. Avec elle, son frère et un ami qui tentent de faire démarrer sa voiture. Non, pas longtemps, mais ouais, quelques coups, on le fait. Vas-y, encore. Ce jour-là, Frédéric est rassuré. Sa femme n'a pas contacté son amant. Ouais, il faut qu'on bouge, ouais. Avec ça, on est l'homme invisible, en fait. On s'assoit à la table à côté, on entend tout, voilà. Et puis, écouter tout, voilà quoi. Donc, c'est magique.
Mais c'est illégal de faire ça? Peut-être. Peut-être. Mais c'est ma vie, là. Je veux tout savoir. Je veux savoir où je vais dans la vie, quand même. Je veux savoir où j'en suis. Pour le moment, Frédéric ne sait pas s'il va se séparer de sa femme. En attendant, il recueille des informations. Des preuves qui ne sont en principe pas admises par les tribunaux. Mais parfois, cela peut faire basculer un divorce. Maître Vallot-Forest est avocate à Paris. Elle n'hésite pas à encourager ses clients à espionner leur conjoint pour obtenir gain de cause. On utilise les courriels, on demande même à nos clients d'aller farfouiller dans les ordinateurs, voire de vider les disques durs pour obtenir des preuves, car bien évidemment les juges ne statuent que sur les éléments de preuve qu'on leur soumet. Donc il nous appartient de trouver des éléments stigmatisant le comportement de l'autre conjoint et souvent le comportement adultérin. Donc ça peut être des échanges par courriel ou par SMS via les téléphones portables, établissant une relation adultérine. Un de ses clients a même piraté l'ordinateur de sa femme grâce à un logiciel espion. Fait exceptionnel, le juge a sanctionné l'épouse. La cliente avait malencontreusement échangé avec de nombreux courriels avec son amant et où elle lui disait que éventuellement elle pousserait son mari à la violence pour pouvoir déménager et partir avec lui dans une ville de province en emmenant ses deux enfants. Et donc le juge avait repris tout ce qu'elle disait. Il avait fixé la résidence des deux jeunes enfants, 2 ans et 4 ans, chez le père, sur la foi de ces courriels surpris, mais manifestement par la fraude. Pour gagner un divorce, tous les coups semblent donc permis. Et ce qui donne lieu aux affrontements les plus durs, c'est souvent la garde des enfants. Paris, dans le 17e arrondissement. Un cabinet d'avocats spécialisé dans les violences conjugales vient juste d'ouvrir ses portes. À sa tête, Maître Bonaguita et Tomassini, 2 avocates féministes. La décoration intérieure est d'ailleurs à l'image de leur combat. Ça illustre parfaitement les violences conjugales parce que vous voyez d'une part cette femme qui est violentée par cette main d'homme qui la transperce véritablement. Et de l'autre côté, vous avez cet homme qui également est empoigné par une main virile qui tente de l'étrangler. Donc le côté manichéen, le bien, le mal, le couple, la femme et l'homme violentés de part et d'autre, pour moi, j'ai eu comme un éclair. Un combat d'actualité. Depuis 2010, la lutte contre les violences conjugales est une grande cause nationale. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Un phénomène réel, mais en cas de divorce, la violence conjugale est aussi une arme redoutable. Parmi les clientes de ces avocates, de nombreuses femmes en instance de divorce. Ce matin, elles reçoivent Julie, une femme au foyer à Paris. Son mari demande la résidence alternée pour leurs 2 enfants, mais elle s'y oppose. Ça va bien? Oui, ouais. Okay. Aujourd'hui, de plus en plus de pères se battent pour la garde des enfants et dans 15% des cas, ils obtiennent la résidence alternée. Alors, pour l'éviter, Julie a l'intention d'utiliser une arme très efficace. Elle accuse son mari de harcèlement moral. Il ne m'a jamais battue, mais au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très jaloux et il me faisait des scènes pour un oui ou pour un non. J'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de faire ça, parce que j'allais rencontrer des mecs, ah tu te maquilles, ouais. S'il me traitait de tous les noms, que j'étais la salope, enfin, des termes très crus en plus devant les enfants, c'est que c'était de ma faute en plus. En juillet 2010, le harcèlement moral au sein du couple est devenu un délit. Mais la violence psychologique, c'est difficile à prouver. Et l'avocate prévient, l'argument peut se retourner contre Julie. On va avoir des pièces certainement auxquelles vous ne vous attendez absolument pas, c'est-à-dire des attestations même de gens que vous connaissez qui vont attester, je ne sais pas, que vous êtes dépressif depuis de longues années, que ça n'a rien à voir avec l'emprise que votre époux avait sur vous, que les violences sont totalement inventées, que c'est vous qui êtes une hystérique.
Pour prouver le harcèlement, l'avocate a demandé à Julie d'archiver tous les SMS que son mari lui envoie. Même les tentatives de réconciliation pourront être utilisées contre lui. C'est des SMS, c'est pas des SMS de menaces. C'est des SMS pour me faire revenir. Non, mais il croit que je... Non, mais madame, ce que je veux dire, c'est que même si ce ne sont pas des SMS de menaces, c'est le nombre de SMS qui va faire le harcèlement. C'est-à-dire que s'il vous en envoie 10, 12 dans une même journée, ce qui est possible, à ce moment-là, là, on a la preuve claire d'un harcèlement. Et moi, c'est ça que je veux. Donc, laissez-le faire. Laissez-le venir. Laissez-le envoyer ce qu'il faisait auparavant, des tonnes de SMS par jour, pour qu'on puisse le prendre, entre guillemets, en flagrant délit de harcèlement. D'accord ? Le but de l'avocate, prouver que l'homme est un mauvais mari. Si elle y parvient, elle espère ainsi démontrer que c'est un mauvais père pour ses enfants. Le rapport que cet homme a avec les femmes est totalement dénaturé. Donc ce n'est pas un exemple à suivre. Donc par définition, ce n'est pas un bon père. Mais contre son mari, Julie a finalement peu d'éléments. Alors, maître Tomassini et sa consoeur vont l'inciter à tout faire pour émouvoir le tribunal. Je ne vous dis pas de pleurer parce que vous ferez ce que vous sentirez. Hein. Voilà. Voilà, mais tant mieux que vous versiez une larme, tant mieux, tant mieux. Si le juge vous demande en quoi ça vous gêne qu'il ait la résidence alternée, parce qu'il faut vous y préparer aussi. Déjà un truc, je sais que c'est pas lui qui va s'occuper des enfants, il l'a jamais fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a eu des violences psychologiques avec les enfants ou pas? En même temps, vous pouvez dire que compte tenu du climat qu'il régnait chez vous, que les enfants sont un petit peu traumatisés quand même, par rapport à l'attitude qu'a eu le père à votre égard. Souvenez-vous peut-être et rappelez-vous peut-être qu'il y a eu peut-être des occasions où il agissait aussi de manière assez froide ou assez cruelle avec les enfants. On ne sait pas, rappelez-vous. Les avocates conseillent à leurs clientes de porter plainte. Elles savent qu'un mari présumé violent a peu de chances d'obtenir la garde des enfants. Une femme qui est violentée physiquement par son conjoint, c'est plus facile pour éviter évidemment une garde alternée, mais même un droit de visite classique pour le père. Les accusations de violence conjugale, une arme redoutable dans un divorce. Récemment, un père en a fait l'amère expérience. Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. À 42 ans, Olivier est en instance de divorce. Il y a 6 mois, sa femme est retournée vivre chez ses parents et depuis, elle refuse qu'il voie leur petite fille d'1 an. Elle a même porté plainte contre lui pour violence conjugale. Depuis, Olivier a été innocenté. Pourtant, le juge lui a refusé la résidence alternée pour sa fille. Olivier ne s'attendait pas à cette décision. Il avait même aménagé une chambre pour accueillir la petite. Je l'ai équipé. Je lui ai mis sa célèbre Sophie la girafe, les petits jouets. Voilà. La petite table à langer qui devait se poser là normalement. Et puis finalement, non. On me dit que non, c'est pas possible, la petite viendra pas, et puis catastrophe. Le juge aux affaires familiales a décidé qu'il aurait un droit de visite d'1 seule journée par mois. Depuis la séparation, il n'a vu sa fille qu'une seule fois. Vous avez l'impression de rater des moments? Ah mais j'en ai raté plein. Moi, je me faisais un plaisir d'entendre le premier mot. C'est quelque chose qui me fascinait parce que le premier mot qu'un enfant prononce, c'est papa. Même s'il ne connaît pas le sens, c'est les premières syllabes qu'un enfant prononce. Et je me disais, je veux absolument l'entendre. Et je ne l'ai pas entendu. Je voulais absolument voir la petite faire sa première dent. Je ne l'ai pas vue. Je voulais absolument voir la petite faire ses premiers pas. Pas possible. Donc tout ça, c'est des feuilles vierges. C'est des feuilles vierges dans l'histoire et ça va plus revenir. Ça va plus revenir parce que le temps passe, ça va être une grande fille et puis voilà. Et puis on a loupé une occasion de voir ça, surtout que c'est des choses importantes. Voilà, désolé.
Gare de Perpignan, 5 h du matin. C'est aujourd'hui qu'Olivier va pouvoir exercer son droit de visite mensuel, ordonné par le juge. Mais comme sa femme est retournée vivre chez ses parents à Nice, il doit parcourir 500 km en train. Dans son sac, les papiers qui prouvent qu'il a un droit de visite et un numéro d'huissier à prévenir si jamais la mère ne présente pas l'enfant. Ou malheureusement, il est là. Ça fait partie pour moi des numéros d'urgence, un peu comme SOS médecin. Voilà, si la porte ne s'ouvre pas pour voir la petite. Le train a du retard. Olivier est impatient d'aller chercher sa petite fille. À son arrivée à Nice, il doit rejoindre une amie assistante maternelle à qui il a demandé d'être témoin. Car la dernière fois qu'il est venu, son épouse l'a à nouveau accusé d'être violent. Bah non, hein, c'est pour rien. Hein. J'en peux plus, je te jure. Elle a dit que j'avais été agressé quand j'avais récupéré la petite. Je te le ferai écouter. Que tu l'avais agressé? Ouais. Je vois plus le bout du tunnel, là, du tout. C'est bizarre. Olivier vit toujours dans la peur que sa femme ne lui présente pas leur enfant. Il espère qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Je viens chercher la petite. Tu vois Attends, il y a une poussette, non? Après 10 minutes d'attente, Olivier aperçoit sa fille. Bonjour. Salut ma chérie. Sa femme ne lui dit pas un mot, elle ne s'adresse qu'à l'ami d'Olivier. C'est papa. L'enfant est en larmes, elle n'a pas vu son père depuis des mois. Olivier ne sait plus comment la calmer. Je peux monter à côté d'elle, plutôt? Je vais monter à côté d'elle. Hop. Pour le week-end, il a loué une chambre d'hôtel où il pourrait rester au calme avec son enfant. Mais il a tellement peur d'être à nouveau accusé de violence qu'il préfère rester avec elle dans un jardin public, à la vue de tous. Je pourrais pas l'amener par exemple avec moi et la mettre sur le lit de la chambre d'hôtel que j'ai réservée et la mettre à jouer effectivement en poussant le loquet de la porte parce que y a une suspicion qui est tellement importante que je voudrais pas tendre l'autre joue. Reste comme ça si tu veux. Ce jour-là, il ne va passer que 3 heures avec sa fille. Quand on va passer dans la maison. La petite ne cesse de pleurer, un déchirement pour Olivier. Malgré tout, il ne veut pas accabler sa femme. Non. Il y a une chose qui est importante, c'est l'enfant qui est au milieu. Il faut qu'il grandisse dans un climat apaisé et serein. Moi, c'est ce que je recherche. Je ne cherche pas du tout à ce qu'on dise « oulala la méchante »,« oulala la mauvaise ». Mais je veux surtout pas, qu'on ait vis-à-vis de moi une attitude qui me mette à l'encre rouge des choses que je n'ai pas commises. Depuis notre tournage, Olivier a obtenu une petite victoire. Désormais, il a le droit de voir sa fille 1 semaine par mois. Il y a 15 ans, un autre père en instance de divorce a connu le même calvaire qu'Olivier. Mais lui, son épouse l'accusait d'inceste. Sans le poulet, il y a du poulet. Dominique Marion a 56 ans, il est plombier chauffagiste. Il vit seul avec Laure, sa fille de 18 ans. Un poulet entier. Tiens, passe-moi quelques olives noires aussi, là, je crois qu'il y a des olives noires sur le... Aujourd'hui, le père et la fille sont très complices, mais ils reviennent de loin. Tout commence il y a 18 ans par la naissance de Laure. Ses parents se disputent souvent et Dominique, son père, finit par quitter sa femme lorsque la petite fille a 3 ans. Au cours de la procédure de divorce, la justice donne provisoirement au père un droit d'hébergement d'1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais la mère n'accepte pas le jugement. Plusieurs fois, elle refuse de lui présenter l'enfant. Un été, la veille d'un départ en vacances avec Laure, il reçoit une convocation judiciaire.
il découvre qu'il est assigné pour agression sexuelle sur sa fille. Elle aurait indiqué qu'elle faisait la sieste avec son père et que son papa aurait touché son sexe et ses fesses. Là, les choses se sont vraiment écroulées. Là, c'est vraiment le ciel qui m'est tombé sur la tête. Qu'à un moment donné, on vienne vous dire la relation avec votre fille, elle est perverse. Cette relation que vous avez eue avec votre fille, elle est perverse. C'est quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose qui vient salir, qui en tous les cas, pour moi, venait salir ce qu'il y avait presque de plus beau dans ce que j'étais en train de vivre avec elle. C'est-à-dire la relation, y compris physique, y compris charnelle, j'ose le mot, qui peut y avoir avec un bébé d'1 an, de 2 ans, et même si encore une fois, à 3 ans, c'est plus tout à fait un bébé, ça reste un tout petit enfant. Donc oui, je la faisais sauter sur mes genoux, oui, je lui changeais ses couches, oui, je lui essuyais les fesses quand elle allait aux toilettes, voilà. Mais qu'à un moment donné, je puisse être accusé de cette chose, qui est sans doute parmi les choses les plus terribles dont on puisse accuser un père ou une mère ou un oncle, enfin un adulte par rapport à un enfant, ouais, c'est terrible. Ouais. Convoqué devant le juge avec son épouse, Dominique entend l'avocate de sa femme demander qu'on lui interdise de partir en vacances avec Laure. Et visiblement, il n'est pas le seul à être accusé de pédophilie par cette avocate. Nous étions 3 pères à nous retrouver dans le bureau de ce même magistrat contre cette même avocate et devant répondre des mêmes accusations d'attouchement sexuel. Il se passe une chose incroyable à ce moment-là, c'est que le juge ne suit pas l'avocate. Il s'adresse à l'avocate en lui disant « Écoutez, maître, ça suffit. Déposer des plaintes pour attouchement sexuel la veille du départ en vacances pour empêcher que les pères puissent exercer leur droit de visite, ça suffit. » Donc elle se retourne vers moi, c'était une femme, c'était une juge femme, et là il se passe quelque chose d'incroyable auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'elle me dit « Monsieur, vous allez partir en vacances avec votre fille pendant tout le mois de juillet. » Mais à sa sortie du tribunal, nouveau coup de théâtre. Dominique apprend que son épouse vient de déposer contre lui une plainte pour viol de sa fille. Cette fois, une instruction judiciaire est ouverte et il est privé de son droit de garde. Mais Dominique est innocent, il décide de se battre. Avec une dizaine d'autres pères également accusés de pédophilie, il monte un collectif, les Pères de Pontoise. Tous ont traversé le même enfer, un divorce conflictuel, une femme qui les accuse d'inceste et un non-lieu après des mois de procédure. Mais entre-temps, tous ont perdu le droit de visite sur leurs enfants. Ils alertent les médias et leur histoire se retrouve dans les 20 heures. La dérive de certaines procédures de divorce. Il y a 6 mois, le ministère de la Justice rendait un rapport sur les accusations abusives de pédophilie lancées contre les pères pour les éloigner de leurs enfants. Je vois ma fille 3 fois par an, une fois tous les 4 mois, 5 mois. Je vois ma fille 1 fois par mois, 2 heures. Je n'ai pas vu mon fils depuis plus de 4 ans. J'ai pas vu ma fille depuis plus de 8 ans. Elle avait 4 ans la dernière fois que je l'ai vue. Au bout d'1 an de combat, Dominique réobtient un droit de visite, mais réservé. Il ne peut revoir sa fille que tous les 15 jours, dans un point rencontre, en présence d'un psychologue. Mais pour sa femme, c'est encore trop. Elle affirme que l'enfant est traumatisé par les rencontres avec son père. Pour prouver le contraire au juge, Dominique filme tous les moments qu'il passe avec Laure. Il veut montrer que sa femme a pris leur fille en otage. Elle veut pas que tu viennes dans ma maison? Non. C'est dommage, ça. C'est un peu dommage. Est-ce que toi, tu aurais envie de venir? Ah oui, très. Mais papa, tu sais, je peux pas. Je sais, ma fille, je sais bien. Un jour, alors que Laure vient d'avoir 6 ans, Dominique aborde avec elle une question ultra sensible. Les accusations d'agression sexuelle qu'elle a relayées 3 ans auparavant. Enregistrée et mise en image par le papa, la conversation que vous allez entendre a été versée au dossier. Est-ce que toi, tu te souviens si je t'ai fait du mal? Bah non, tu m'as juste suivi.
Ben oui. Si tu m'as touché les fesses, c'est juste parce que tu m'as mis la pommade. Des choses comme ça, oui. Pour te mettre de la pommade, pour t'essuyer à la sortie du bain, des choses comme ça. Ben oui, quand tu m'as mis de la pommade ici, Alors pourquoi ça a fait toute cette histoire? je sais pas. Et toi, tu n'as pas pu dire à ta maman qu'il s'était rien passé? Tu avais peur que ta maman ne t'aime plus? Oui, parce qu'elle va toujours m'aimer, mais... je ne vais pas trop lui dire ça. Sinon, on allait faire une grande discussion et moi, j'ai pas envie. Peut-être que je reste quand je pourrais lui dire. Tu pourras lui dire quoi? Ben, que jamais rien s'est passé. En 1999, il a obtenu un non-lieu. Comme lui, la plupart des pères de Pontoise ont été innocentés. 15 ans après l'affaire, nous recontactons l'avocate qui les avait accusés de pédophilie. Votre histoire de père de Pontoise, une flopée de psychopathes ayant un certain nombre de gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait monter ça en mayonnaise et qui continuent à s'acharner là-dessus. Mais alors eux disent que ces allégations étaient en fait une stratégie pour les couper de la vie de leur Ils n'avaient pas besoin de stratégie pour les couper d'eux. Il y a eu des expertises psychiatriques. Pour certains d'entre eux, les experts psychiatres les ont trouvés tout à fait des psychopathes dangereux. L'avocate se retranche derrière les expertises psychologiques menées sur les enfants au moment des accusations. Des expertises en apparence accablantes. Mais pour les pères de Pontoise, l'avocate avait produit devant les tribunaux des certificats de complaisance. En 2000, ils avaient porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins qui avait examiné ces rapports d'expertise. Résultat, 4 médecins psychiatres avaient été sanctionnés pour non-respect du code de déontologie. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. À l'époque, ce psychiatre a été condamné par le Conseil de l'Ordre à 3 mois d'interdiction d'exercer pour avoir manifesté une attitude partiale et un acharnement certain, contraire à la probité. Aujourd'hui, le psychiatre reconnaît qu'il a pu se tromper au cours de ses expertises. Mais les affaires dans lesquelles je suis intervenu, quand j'ai fait des signalements avec les dessins des enfants que j'ai envoyés au procureur, c'est que j'étais parfaitement convaincu de la réalité de ce que je disais. Comme tout médecin, quand un chirurgien fait une intervention chirurgicale, il est sûr qu'il va trouver ce qu'il cherche. Il peut se tromper, lui aussi. Dans ces affaires, est-ce qu'il est possible que vous ayez pu être manipulé par des mères qui finalement voulaient nuire à leur mari? On peut toujours être manipulé. On n'est jamais à l'abri de manipulations perverses. Les pervers, hommes ou femmes, sont extrêmement habiles pour faire passer l'autre pour un monstre et soi-même pour être un saint, blanc comme neige, etc., etc. 15 ans après cette affaire des pères de Pontoise, beaucoup de magistrats ont compris que l'argument de la pédophilie était parfois utilisé de façon mensongère pour discréditer les pères. Certains magistrats ont même tiré la sonnette d'alarme, comme Marc Juston, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Tarascon. Il est vrai qu'à une certaine époque, on avait un certain nombre d'attestations, notamment sur des atteintes sexuelles sur les enfants. On en a de moins en moins. Et c'est bien, parce qu'à une certaine époque, c'était l'attestation type pour essayer d'éliminer le père. Parce qu'à partir du moment où vous avez des attestations disant que le père a des relations ou fait des gestes déplacés sur l'enfant, le juge ne va pas d'emblée donner un droit de visite et d'hébergement au père. Il leur donne une enquête sociale, voire une expertise psychiatrique, psychologique. Un juge ne prend pas de risque sans vérification. On a besoin, quand on fixe un droit, d'être certain que l'enfant ne va pas être victime de l'un de ses deux parents. Dans son affaire, principe de précaution oblige, Dominique Marion avait été éloigné de sa fille pendant 5 ans d'instruction judiciaire avant de bénéficier d'un non-lieu. Aujourd'hui, Laure a choisi de vivre avec son père, mais elle a encore du mal à s'y retrouver dans ce qu'il s'est passé. C'est dur parce que fatalement, je vais me rendre compte qu'il y en a un qui m'a menti pendant 18 ans, tu vois. Enfin, je le dis face à toi parce qu'on en a déjà parlé et que voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais
Mais ouais. Enfin, je suis construite sur une faille, en fait, un peu comme les centrales nucléaires en France. Et voilà, un jour, ça va exploser. Ah oui, un jour, ça va exploser. Ah bah dis donc, j'espère que non. Des divorces dont les principales victimes sont les enfants. Pour tenter de les préserver, il existe pourtant une solution. Depuis quelques mois, une nouvelle approche juridique arrive des États-Unis. Son nom, le droit collaboratif. Dominique Deloy est avocate, elle est l'une des pionnières en France. Le principe, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, les avocats tentent de rétablir le dialogue entre mari et femme. Par exemple, je vais appeler mon confrère en lui disant « Tu es l'avocat du mari, bien, qu'est-ce qui est important pour lui sur tel point, les enfants, l'argent, etc. Pour ma cliente, voilà ce qui est important. » Et on va travailler ensemble à la façon dont on va pouvoir accompagner nos clients pour dépasser leurs différends. On va se réunir à 4, on va mettre les choses, les conflits sur la table et vraiment les accompagner dans l'optique, non pas de « tu as tort et j'ai raison », mais comment on va s'y prendre ensemble pour vous aider à trouver la solution qui vous convient le mieux. Alors ça peut se régler assez vite, ça peut prendre plus de temps, mais c'est toujours dans le respect. On est là ensemble pour trouver une solution et non pas pour être l'un contre l'autre. Pour le moment, seulement 1% des avocats sont formés à cette nouvelle façon d'aborder les divorces conflictuels. Du coup, c'est encore trop souvent la guerre judiciaire qui prévaut, des guerres toujours déchirantes pour les enfants du divorce.